Ici, je trouve que c'est un bon pays. Si j'avais des papiers en poche, je pourrais aller travailler librement, gagner ma vie de façon prospère et mener ma vie comme je l'entends. D'où je viens, on travaille. On travaille même beaucoup. Mais on ne parvient pas à gagner sa vie. On est comme des esclaves. On travaille juste pour survivre au jour d'après. Ici, je travaille et je peux réellement gagner ma vie et me construire un avenir. Ce que je désire, c'est juste avoir des papiers et ne plus vivre dans la peur. Je ne suis pas comme ces personnes qui veulent des papiers pour obtenir les allocations de chômage. Et donc tu es pour l'instant en train de chercher quelqu'un pour pouvoir te marier et faire des papiers? Je n'ai pas vraiment encore eu l'occasion de trouver quelqu'un et de prendre cette voie-là. Mais si je veux rester ici, dans ce pays, et travailler, je n'aurai pas le choix de faire autrement. Je vais devoir chercher pour pouvoir poursuivre ma vie ici. Combien tu es prêt à payer pour trouver quelqu'un? En général, ici, c'est quand même cher. Ça tourne autour de 20 000 euros. Est-ce que tu serais prêt à payer plus encore? Oui. Si je trouve, il faudra que je paie. Jusqu'à combien? 25 000, 30 000 euros. Comme ce Vietnamien, combien de personnes en situation irrégulière tentent-elles chaque année d'obtenir un titre de séjour par le mariage? La procédure semble pour nombre d'entre elles la manière la plus facile pour une régularisation. Sauf que voilà, la lutte contre les mariages de complaisance s'est intensifiée ces dernières années. Ce soir, nous nous posons dès lors cette question: mariage blanc, quel prix à payer? Pendant longtemps, la Belgique a été considérée comme le pays des mariages bidons grâce à sa politique de regroupement familial. Mais elle a connu des abus, des dérives qui ont amené le législateur à contrôler davantage ces mariages suspects. Cela concerne près de 10 000 dossiers chaque année. Voici Bernard Guillaume, échevin de l'état civil à la commune de Schaerbeek. Depuis près de 20 ans, il est considéré comme l'un des officiers de l'état civil du pays qui mène une véritable traque au mariage frauduleux. Voilà, c'est un refus en direct. Je ne vous donnerai pas les noms, mais... C'est un refus pourquoi, monsieur? C'est surtout un refus sur le doute, basé ici sur le doute de l'identité de monsieur. Ce sont des Guinéens. Les Guinéens, vous savez, ça c'est les... Ils ont des papiers souvent fantaisistes et monsieur est déjà venu 2 fois en Belgique sous 2 identités différentes. Et la prise des empreintes a permis de déterminer ça. À Schaerbeek, Bernard Guillaume affiche fièrement ses performances. Dans sa commune, on a vu le nombre de mariages avec des personnes en situation irrégulière diminuer de 40 à 17% en moins de 15 ans. Une mission que l'échevin schaerbécois assume pleinement. Il assure même le rôle de premier enquêteur avec des questions très précises. Quand vous êtes couché sur le lit, sur le dos, votre époux, votre conjoint est à votre gauche, est à votre droite. Mais régulièrement, il y a des gens qui indiquent qu'ils dorment au fond à la même place, quoi, tout le temps. Voilà, donc ça c'est une bête question, mais qui a son effet. Certains vous surnomment le chevalier des mariages ici sur Schaerbeek. Bah, écoutez, ça peut être pris, je crois, dans différents sens. Ça peut être pris dans un sens ironique et un peu moqueur, bien sûr. Ça peut être, moi je le vois aussi comme étant la confirmation que le service et moi-même, nous faisons bien notre travail. Chaque année, près de 500 mariages sont célébrés à Schaerbeek. Ce jour-là, 3 mariages au programme. Je vous souhaite la bienvenue. L'article 213 précise que les époux ont le devoir d'habiter ensemble. Ils se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Ça, c'est l'article qu'on voit toujours au cinéma. Hein? Pas difficile de le retenir.
Au nom de la loi, je vous déclare unis par le mariage. Aujourd'hui, c'était incontestablement des vrais mariages. Il n'y avait pas de problème. C'est quelque chose que vous aimez bien, ça, célébrer des mariages? Oui, j'aime bien et j'aime bien la diversité. La seule chose, c'est que voilà, il faut respecter les lois du peuple belge, c'est tout. S'il n'y a aucun doute pour certaines unions, pour d'autres, ce n'est pas toujours le cas. Lors d'une procédure de mariage, dès qu'il y a un étranger en situation précaire ou irrégulière, les communes demandent des informations à l'Office des étrangers. Un échange d'informations pertinentes qui permet à l'officier de l'état civil soit de célébrer un mariage, soit de procéder à la surséance, c'est-à-dire suspendre la date du mariage et renvoyer le dossier vers le parquet de l'arrondissement judiciaire concerné. Où est-ce que nous sommes ici, Madame Gobin ? Vous êtes dans une pièce où sont localisés tous les dossiers de mariage, de suspicion de mariage de complaisance qui sont en cours d'enquête. Ça fait quand même un sacré nombre de dossiers en cours pour l'arrondissement. Oui, d'autant plus que nous avons ici les dossiers aussi bien de la division de Liège, de Huy et de Verviers qui sont centralisés. Et ça fait en effet pas mal de travail pour mes services. Les magistrats compétents en la matière ouvrent alors une enquête d'une durée de 2 mois, prolongeable de 3 mois si nécessaire. C'est la police locale qui va ensuite auditionner les candidats au mariage, mais aussi leur entourage. Les policiers vont poser toute une série de questions de nature à vérifier que les personnes se connaissent et ont vraiment l'intention de créer cette communauté de vie. L'enquête policière concerne autant les mariages en Belgique que les mariages conclus à l'étranger. De l'autre côté du pays, à Tournai, Patricia connaît ses auditions. En couple depuis plusieurs années avec Atef, un Tunisien de 33 ans, Patricia rêve d'un mariage en Tunisie. Impossible pour elle de s'unir à lui, car le consulat belge à Tunis refuse de lui fournir tous les documents nécessaires au mariage. Donc ils jugent. Ah ben non, il n'y a pas de sentiment pour vous. Ah ben non, c'est pour les papiers. Ben et je comprends. Je peux comprendre parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se font... C'est vrai, moi je lis beaucoup de choses sur Internet. J'ai des contacts aussi. Il y a beaucoup de femmes qui se font avoir. Ça, il faut être honnête. Mais bon, on n'est pas non plus... je pense que j'ai 55 ans. Voilà. Moi, j'ai bien les pieds sur terre et je le connais très très bien. Donc voilà, non. Engagée dans une bataille judiciaire pour obtenir ces documents, Patricia a déjà été interrogée plusieurs fois par la police. Des auditions qui sont difficiles à vivre. On doit faire attention vraiment à ce qu'on dit, parce que je pense qu'ils tournent chaque mot à leur façon à eux. Donc moi, oui, c'est surtout ça que j'ai peur aussi. De mal m'exprimer, de mal dire les choses et que c'est refusé justement à cause de tout ça, quoi. Ils rentrent dans votre vie intime. Comme là, ils sont allés recontacter ma famille alors que j'ai pas de contact avec eux. Les enfants, mes enfants. Ils sont été convoqués à la police. Pour Patricia, son rêve de mariage avec Atef est compromis. Pour la 3e fois, la justice n'a pas accédé à sa requête. Mais pour les couples soupçonnés de fraude en Belgique, au terme de l'enquête de police, un rapport détaillé est alors renvoyé au parquet. Nous analysons l'ensemble du dossier et en fonction du contenu du dossier, nous rendons un avis favorable ou défavorable. Alors, il s'agit bien d'un avis. Seul l'officier d'état civil peut décider de refuser la célébration du mariage. La décision revient donc toujours à l'officier de l'état civil. Si cette décision finale peut être contestée par un recours au tribunal de la famille, la surséance, elle, ne l'est pas. Certaines communes, comme ici à Liège, assument le renvoi systématique vers l'enquête lorsque le mariage ouvre le séjour à l'un des membres du couple. Voilà, vous êtes très clair ici à Liège, il y a systématiquement une enquête derrière. Donc oui, systématiquement, on envoie le dossier à l'Office des étrangers et pratiquement dans tous les cas, on envoie le dossier au parquet, ce qui donne un cadre clair dans ce genre de situation qui ne prête pas objet à interprétation, soit de la part des agents, soit de la part des contractants. On sait qu'à Liège, ça se passe comme ça, dans un cadre très clair. Une procédure transparente, mais pour cette avocate, bien que la loi impose une charge importante aux communes, le renvoi systématique vers l'enquête n'est pas tout à fait conforme à la pratique de la loi.
Ça, c'est une dérive de la loi. Alors, rien ne les oblige à faire systématiquement des enquêtes. Dans certains cas, ça dépend de chaque cas de figure. Dans certains cas, s'il n'y a aucun doute, aucun soupçon sur la réalité des intentions du couple, à mon avis, on peut considérer au cas par cas qu'une enquête systématique serait exagérée, disproportionnée, non justifiée et à l'encontre de la philosophie de la loi. Si la mission des officiers de l'état civil est prévue dans la loi, cette mission permet de démasquer les unions frauduleuses, mais elle permet surtout de protéger les victimes, parfois contre leur gré. Une expression dit que l'amour rend aveugle lorsque l'un des deux partenaires est sincère et se fait duper par l'autre dans l'unique but d'obtenir un droit de séjour. C'est ce qu'on appelle un mariage gris. Tu te souviens, Emeline, c'était la soirée du mariage. Enfin, t'as pas dû te souvenir de beaucoup puisque tu n'étais pas souvent dans la salle. Bah non, j'étais jamais là. Bah oui. J'étais à côté de la cuisine. Je faisais rien du tout. Bah, regarde, moi je suis pas dans la danse, hein, donc puisqu'il a même pas remarqué qu'il danse avec ses amis et moi je filme finalement la danse, l'animation du mariage, quoi. Et il y a que qui danse, il n'y a pas de Belge. C'est des mauvais souvenirs. En 2013, Gaëtan vend sa voiture et rencontre par la même occasion Abbas, un jeune Libanais. Après quelques contacts sommaires sur les réseaux sociaux, ils se revoient à l'été 2014 et entre eux, en quelques semaines seulement, tout va vite, très très vite. On a demandé d'aller à la commune pour faire le changement d'adresse. L'agent de quartier est venu 3 semaines après. Il avait mis ses affaires à la maison et le changement d'adresse s'est fait. Vous étiez folle amoureuse de lui? Oui. J'avais l'impression que j'étais tombée sur le prince charmant avec un son cheval blanc qui venait comme ça, qui tombait de je ne sais où. Je ne m'y attendais pas, en fait. Qui acceptait vos enfants aussi? Qui acceptait mes enfants. Mais ce coup de foudre inquiète ses 4 enfants. Les 2 aînés n'ont pas hésité à le lui dire. Quand elle m'a annoncé qu'elle se mariait avec, vu que c'était quelques mois après leur rencontre, au début j'ai cru que c'était une blague. Donc je lui ai dit clairement que je pensais que c'était une blague, ce qu'elle a sur le coup mal pris. Mais pour moi c'était impossible de se marier aussi vite. Ma grande sœur n'a pas du tout accepté qu'il arrive comme ça dans notre vie parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose qui allait pas, que ça allait trop vite. Donc elle n'a pas voulu assister au mariage ni rien du tout. Et un jour, lors d'une dispute, elle a dit à ma maman qu'elle n'en pouvait plus. Elle est partie chez son copain et elle n'est jamais revenue. Elle n'a plus voulu nous donner de nouvelles. Mais après le mariage, c'est un autre homme que la famille découvre. Sa carte de séjour en poche, Abbas, le mari de Gaëtan, commence à la battre. Les violences sont quasi quotidiennes. Il me reste que quelques photos. Puis si j'arrivais 10 minutes en retard ici, j'avais une gifle. Si je disais quelque chose qui n'y allait pas, j'avais le verre de café chaud au visage. J'ai eu des coups de ceinture dans la chambre si je n'acceptais pas ce qu'il voulait. Ça arrivait plusieurs fois qu'ils se disputent et que moi je dois intervenir en bas à des minuit ou des choses du genre, alors que le lendemain j'avais école pour les calmer. Et cette fois-là, c'était en journée. Mais il a voulu monter pour frapper ma maman. Il l'a menacé de l'égorger comme un mouton. Donc je me suis mise dans l'escalier face à lui et je lui ai dit que je ne le laisserais pas passer près de ma maman. Et alors à ce moment-là, il m'a pris par les poignets et il m'a basculé dans l'escalier. Après une plainte à la police pour violence envers Emeline, Gaëtan se fait réprimander par un inspecteur. Ses enfants ne sont plus en sécurité sous son toit. Elle découvre alors le véritable visage de son prince libanais. Pour moi, c'est un vrai traquenard, ouais. Pourquoi est-ce que vous dites ça? Parce que de ses paroles, quand il a dit « Tu étais comme un petit oiseau, j'ai mis des graines dans ma main et tu es venu les manger, et puis maintenant, tu es à moi. » Il a même dit « Tu es ma chose, mais je ne serai jamais une chose. Je suis une personne. » Mais comment expliquer cette absence de recul sur ce piège tendu que ses proches ont vu venir bien avant elle? N'importe qui peut tomber dans ce piège. On est un petit peu sur un profil de toile d'araignée.
Donc lorsque la proie a été perçue, petit à petit, la toile va se tisser progressivement, c'est-à-dire que la personne manipulatrice va user de mensonges, de flatteries, d'un langage un peu perverti par le mensonge entre autres, et par des comportements un petit peu très avenants, et pour montrer justement à une personne totalement idéale qu'elle ne peut pas résister. Il est impossible de résister face à ça. Et donc, automatiquement, la personne se retrouve face à un consentement qui n'est plus du tout, libre. La réflexion, l'esprit critique est totalement étouffé et rétréci. Et pour se remettre d'une telle escroquerie sentimentale, la procédure judiciaire peut aider. Si un divorce peut rapidement être prononcé, certaines victimes parviennent à obtenir l'annulation du mariage. Cela signifie que cette union n'a jamais existé et pour cet avocat, la distinction est plus qu'importante. Dans le cadre du divorce, la personne peut garder de manière définitive son titre de séjour. Mais par contre, lorsque le mariage a été annulé, eh bien, la personne qui s'est rendue auteur de fraude, eh bien, son titre de séjour lui est retiré et il est quasi impossible pour elle de récupérer son titre de séjour. Donc c'est effectivement une distinction qui est très importante sur le plan du séjour de la personne auteure de fraude au mariage. À votre avis, pourquoi certaines victimes décident de ne pas aller en annulation de mariage ? Elles décident de ne pas aller en annulation de mariage lorsqu'elles sont parfois convaincues qu'elles ont été trompées, mais qu'elles n'ont pas suffisamment d'éléments de preuve qui vont permettre au juge d'annuler le mariage. Pour Gaëtan, le divorce a rapidement été prononcé. Son ex-mari, lui, a perdu son titre de séjour car leur cohabitation a été jugée insuffisante par le tribunal. Aujourd'hui, la page est presque tournée, mais les blessures, elles, ont encore du mal à cicatriser. Après tout ce qui s'est passé, est-ce que vous pensez qu'un jour vous pourrez oublier ? Oublier, non. Pourquoi ? Parce qu'il m'a fait trop de mal. Et toi, Emeline ? Non. Parce que je pense que quelque chose comme ça, ça reste gravé à jamais. Mais je dis qu'il faut aller de l'avant. Ça vous fait quelque chose d'entendre ça, Gaëtan ? Je trouve qu'elle est fort mature. Oui. Pour ce qu'elle a vécu, entendu, subi. Comme maman, ça vous fait plaisir, j'imagine ? Bien sûr. Et qu'elle ne m'en a pas tenu rigueur. De plus en plus attentif à ces mariages frauduleux, le législateur a ces dernières années colmaté les brèches en étendant la loi à la cohabitation légale de complaisance. Cependant, il restait encore une faille. Depuis plusieurs années, les communes font face à un autre phénomène, celui des bébés papiers, des enfants conçus dans l'unique but d'obtenir un titre de séjour. Il n'y a que du regret. La seule chose positive, c'est ma fille, c'est tout. Qui me permet de continuer à vivre et sourire. Parce que je pense que si je n'avais pas eu Lina, je crois que je ne me serais pas battue comme ça, quoi. Je serais sûrement encore avec monsieur en train de recevoir des claques à l'heure actuelle. En 2006, Isabelle est une mère célibataire lorsqu'elle rencontre un homme, un Marocain. Sans papier, il est expulsé après l'avoir giflé. Amoureuse, elle s'obstine et s'engage dans un combat judiciaire. Après 3 années devant les cours de justice, elle obtient son retour en Belgique et la célébration d'un mariage. Très vite, un bébé est mis en route. J'accouche de la petite, ça se passe bien pendant quelques semaines et puis les cours redémarrent de plus belle. Et là, c'est séquestration, les épaules cassées, la nuque brisée. Donc j'ai divorcé en avril 2015. Là, il a perdu les papiers. Il a fait appel, il a réobtenu les papiers grâce à la petite, puisqu'il y a un bébé territoire. Vous êtes convaincue d'avoir été victime d'un bébé papier, pourquoi ? J'en suis convaincue parce que quand il a perdu ses papiers lors du divorce et qu'il a récupéré ses papiers, il était très fier. Il est venu devant moi au shopping en me disant « T'as vu ? Grâce à mon bébé papier, j'ai quand même mes papiers. » Reconnaître l'enfant permet par le regroupement familial d'obtenir une carte de séjour. Certaines communes ont constaté des abus flagrants. À Schaerbeek, un homme a reconnu 17 enfants de 16 femmes différentes. Alors, depuis le 1er avril, une nouvelle loi contrecarre ces dérives. Les communes peuvent désormais refuser une reconnaissance de paternité si elle n'a pour but que d'obtenir un titre de séjour.
Mais qu'en est-il lorsque des hommes se retrouvent victimes d'un bébé papier? Monsieur Dobby, pourquoi est-ce que vous nous avez emmenés ici? C'est un lieu important pour moi et mon fils parce qu'on vient ici souvent jouer ensemble. On a beaucoup d'espace, de verdure, il y a un bois. C'est calme, isolé. Et malheureusement, maintenant, comme je ne vois plus mon fils, ça me rappelle sans cesse une douleur parce que ça me rappelle qu'il n'est plus là, quoi. C'est sur Internet que Dimitri rencontre en 2013 une jeune femme sans papier. Après des démarches administratives pour la régulariser, il renonce, faute de documents. C'est alors qu'on leur souffle l'idée de faire un bébé. Seulement voilà, peu après la naissance du petit, sa compagne change et quelques mois plus tard, elle quitte le domicile familial. J'ai eu un double choc. Elle est partie, une rupture. Quelques mois après, je me rends compte que madame, elle était là pour les papiers. Elle a fait un enfant, entre autres, pour les papiers. Donc, je ne sais pas comment on peut réagir dans ces cas-là. À part être un homme brisé, je suis un homme brisé. Quand mon fils s'en va, c'est comme si on arrachait quelque chose, mon cœur ou quoi. On ne pense pas que les hommes peuvent être victimes. Comme on sait très bien qu'il y a des hommes qui sont victimes de maltraitance. Et là, c'est la même chose. Ce n'est pas physiquement, c'est moralement. Je pense, pour moi, c'est pire. Parce que mon fils n'a rien demandé, moi, je n'ai rien demandé. On s'est fait leurrer tous les deux. Et c'est ça le problème dans l'histoire. Et on a beau aller voir, j'ai beau aller voir n'importe qui, il n'y a personne qui sait m'aider parce qu'il y a un vide juridique. Un vide juridique, on n'en est pas loin, car cette loi sur les reconnaissances de paternité ne concerne que les hommes. La filiation de la mère, elle, est incontestable. On a pas mal de cas où on a des mères, dès lors qu'elles ont un enfant qui est né sur le territoire belge, eh bien, elles sont quasi garanties à 100% au niveau de leur titre de séjour. Puisqu'on sait très bien que dans les premiers moments, les premières années de l'enfant, on constate que l'enfant est systématiquement auprès de sa mère, même s'il y a une procédure qui est introduite, l'hébergement principal est accordé à la mère, et alors ça permet effectivement à madame d'asseoir de manière quasi indéboulonnable son titre de séjour. Il y a vraiment une inégalité homme-femme là. On peut parler effectivement d'une inégalité, tout à fait, pratique. Mais c'est la réalité biologique, si vous voulez. C'est pourquoi cette loi fait l'objet d'une requête en annulation déposée à la Cour constitutionnelle. Actuellement, Dimitri ne voit son fils que quelques heures tous les samedis. C'est devant les tribunaux qu'il tentera d'obtenir la garde de son fils. Alors, qu'est-ce que vous avez acheté? Si, j'ai acheté une petite voiture pour jouer avec mon fils. Parce que je ne le vois pas beaucoup, donc il ne peut pas beaucoup jouer avec moi pour l'instant. Je ne perds pas espoir et je continue à me battre parce qu'on n'a pas le choix. Si la justice traque les tricheurs et les manipulateurs, les véritables couples belgo-étrangers ne sont pas épargnés. Quand le mariage peut ouvrir le séjour à l'autre, c'est la même procédure, les enquêtes, les auditions. Pour ces couples mixtes formés ici ou à l'étranger, c'est souvent le parcours du combattant pour prouver ses sentiments et la véracité de leur relation. Bonjour mon cœur, ça va? Alhamdoulilah, ça va. Bien dormi? Quoi de neuf? Ah, tu es belle. Merci. Tu vas aller déposer les papiers. Est-ce que tout est prêt? Ça va, oui, ça va. Je suis prêt. Ouais. Tu prends le train à quelle heure? À minuit. À minuit. Et tu vas arriver là-bas vers quelle heure? À 7h. 7h du matin. Pas facile. Inch'Allah. On prie. Ouais, on prie. Il y a 3 ans, Laurence rencontre Mohamed, joueur de handball en Tunisie. En couple à l'époque, elle se sépare de son compagnon, intriguée, séduite par Mohamed. Après plusieurs allers-retours à Djerba, ils se marient là-bas en 2016, un mariage qui a été reconnu et enregistré à Tournai. Depuis lors, leur quotidien est rythmé par les démarches administratives pour faire venir Mohamed ici. C'est dur pour elle aussi pour gérer tout ça toute seule en plus. Et elle habite loin du capital aussi, et de la ville aussi. Moi, j'ai des papiers à faire ici aussi, mais en plus, je suis un homme.
Mais elle est une femme et elle doit gérer tout ça toute seule. Donc, c'est dur et je respecte ça. C'est pour ça que je suis fier d'elle. Est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on met tout le monde dans le même panier et que vous êtes un peu critiqué ou soupçonné parfois de faire un mariage pour les papiers? Bah, sincèrement, il y a des gens, oui, qui font des mariages pour les papiers. On peut pas dire non, on n'est pas des bons exemples là-bas. Mais c'est pas tout le monde kiff-kiff, c'est pas tout le monde pareil, tu vois. Bon, ben, mon cœur, je te laisse. À tout à l'heure. Bon courage. Gros bisous. Je t'aime. Bisous. Laurence, des discussions comme ça avec Mohamed, vous en avez très souvent? Tous les jours, plusieurs fois par jour, oui. C'est important de maintenir ce lien entre vous malgré la distance? C'est indispensable, oui. Question de confiance et puis être toujours ensemble comme si on vivait ensemble, tout simplement. Pour Laurence, son couple a souvent fait l'objet de moqueries, d'avertissements et de soupçons, des paroles parfois déplacées et blessantes de la part de proches, mais aussi des administrations publiques. C'est un combat tous les jours. C'est toujours se battre vis-à-vis des idées préconçues et toutes faites qu'ont les autres. Est-ce que vous avez déjà pensé à baisser les bras? Non, parce que je me dis que l'engagement, c'est quand même... j'ai voulu le prendre, donc je savais un peu dans quoi je m'engageais. Pas à ce point-là. Mais non, je ne laisserai pas tomber, parce que je sais que d'office, c'est ce qu'on voudrait. C'est que ça amène à un divorce. Et c'est franchement pas mon optique, non. Après un premier refus de visa l'année dernière, Laurence et Mohamed ne perdent pas espoir. Ils n'aspirent qu'à se retrouver et enfin fonder la famille qu'ils désirent tant. Ça y est, Laurence, c'est donc parti pour quelques mois d'attente maintenant. Oui, donc le deuxième visa a été introduit et maintenant il reste à attendre à peu près 6 mois. Et on espère bien sûr au bout des 6 mois avoir une réponse positive pour enfin vivre ensemble et enfin commencer une nouvelle vie à deux. Ces 20 dernières années, pour lutter contre ces fraudes au mariage, le législateur a modifié les lois à plusieurs reprises en renforçant ses moyens de détection. Désormais, une personne qui tente de régulariser sa situation par un mariage frauduleux risque de lourdes sanctions, amende, peine de prison, retrait définitif de la carte de séjour, des mesures qui semblent dissuasives, car aujourd'hui, ces escroqueries sentimentales relèvent de l'exception. Seul un mariage sur 10 est considéré comme suspect dans notre pays. On assiste dans le monde du travail à un véritable tsunami technologique et pas seulement dans nos usines. En effet, des robots traders investissent déjà en bourse, des employés digitales sont engagés dans les cabinets d'avocats et dans les hôpitaux, certaines maladies sont déjà diagnostiquées par l'intelligence. Si elle l'est, c'est l'humiliation.